Août 1944. Une chaleur lourde pèse sur un camp de prisonniers texans appelé Camp Hearn, où les barbelés découpent le ciel lumineux en lignes acérées. 12 femmes allemandes descendent d'un camion, maigres et épuisées. Elles sont certaines qu'elles vont subir des coups, un travail éreintant et une lente famine, exactement comme la radio nazie les en avait avertis. Mais un cow-boy au chapeau poussiéreux les examine, secoue la tête et dit presque doucement « Vous êtes trop maigres pour travailler ». Au-delà de la clôture, un cheval s'ébroue, une éolienne grince, et l'air sent non seulement la sueur et le diesel, mais aussi le foin et le cuir. Ces femmes s'attendaient à des fouets et à la faim. Au lieu de cela, on leur a donné des selles, des repas chauds et une sorte de liberté qui a choqué même l'armée américaine. C'est une histoire vraie de la Seconde Guerre mondiale, celle d'ennemis traités presque comme de la famille. Oui, et elle a brisé toutes les idées qu'elles avaient sur l'Amérique et sur la guerre. Si vous voulez plus d'histoires puissantes comme celle-ci, abonnez-vous, aimez cette vidéo et restez avec moi jusqu'à la toute fin, car leur dernière chevauchée au Texas est quelque chose que vous n'oublierez pas. Pour comprendre pourquoi un éleveur texan a un jour dit « Vous êtes trop maigre pour travailler », nous devons remonter plusieurs mois en arrière, vers un tout autre type de chaleur. Au début de 1944, sous le soleil implacable d'Afrique du Nord, les hôpitaux de campagne et les postes radio allemands commencèrent à se taire. Le front s'était effondré. Les unités britanniques et américaines avançaient rapidement, leurs camions broyant le sable qui sentait encore la cordite et le diesel. Parmi les milliers de prisonniers capturés en Tunisie se trouvait un petit groupe inhabituel, 12 femmes militaires allemandes. C'étaient des infirmières, des secrétaires, des opératrices radio. Aucune n'avait tiré un coup de fusil au combat, mais toutes portaient l'uniforme d'un régime qui promettait la victoire. Dès les premières heures de captivité, la peur les accompagna. Pendant des années, la radio nazie leur avait dit à quoi s'attendre de l'ennemi. Les Américains, leur avait-on dit, étaient corrompus et cruels. Ils vous utiliseront, vous affameront, vous feront mourir à la tâche. Une rumeur de camp se répétait. L'une des femmes, Greta, écrivit plus tard. « Nous croyions que nous serions traités pire que des animaux. Nous pensions ne jamais revoir nos foyers. » Le paradoxe était simple et brutal. Elles étaient terrifiées par un monde qui, en vérité, prévoyait de les nourrir et de les loger mieux que leur propre armée en plein effondrement ne le pouvait. Les femmes furent séparées des prisonniers masculins, comptées, enregistrées et déplacées comme des pièces dans une vaste machine. En 1944, plus de 400 000 prisonniers de guerre allemands seraient détenus aux États-Unis. Mais les prisonnières de guerre étaient suffisamment rares pour attirer les regards, même des gardes expérimentés. Pour les officiers américains, elles représentaient un problème à résoudre. Comment transporter 12 femmes ennemies en toute sécurité à travers un océan déjà infesté de sous-marins? Des camions les transportèrent vers un port nord-africain qui puait le poisson, le métal chaud et le fioul de soute. Là, elles furent conduites sur une passerelle jusque dans les entrailles sombres d'un navire de transport reconverti. L'air sous le pont était épais d'huile et de sueur. Les hamacs se balançaient en rangées serrées. Les parois d'acier suintaient de condensation. La nuit, les moteurs rugissaient si fort que les prières, si elles étaient murmurées, disparaissaient dans les vibrations. La nourriture était simple et étrange pour elles. Du pain blanc au lieu du pain noir. Une soupe claire, un café au goût de brûlé et d'amertume. C'était plus que ce que beaucoup de civils allemands recevaient en 1944. Mais pour ces femmes, affaiblies par des mois de pénurie, cela ralentissait à peine leur perte de poids. Lisa, une secrétaire de Stuttgart, se souvint avoir pensé « Si c'est le début, de quoi aurons-nous l'air à la fin ?» Le convoi traversa plus de 5000 km d'eau atlantique en un peu plus de 2 semaines. Parfois, les femmes étaient autorisées à monter sur le pont en groupe surveillé. Le vent salé leur fouettait le visage. Elles voyaient d'autres navires à l'horizon, des formes grises en longues files, une usine mobile de guerre. Rien qu'en 1943, les chantiers navals américains avaient produit plus de 1000 Liberty Ships. Et maintenant, cette marée industrielle transportait même ses ennemis. Quand la Terre se profila enfin à l'horizon, elle ne ressemblait pas aux côtes enfumées et dévastées qu'elle connaissait en Europe. Des grues s'élevaient vers le ciel, des entrepôts bordaient des quais animés. Derrière eux, au loin, elle pouvait voir de hauts immeubles et une fumée qui sentait le charbon, pas les villes en flammes. « Nous avons regardé le port », se souvint l'une d'elles plus tard, « et nous avons pensé, alors c'est ça le pays qui a tant et pourtant veut encore plus. » Depuis le port, des gardes armés les firent monter dans des wagons spéciaux. Le train s'enfonça dans les terres en cliquetant, les roues d'acier battant un rythme régulier.
À travers les vitres sales, elles virent une Amérique qui semblait impossible. Des champs défilaient, verts et dorés. De petites villes passaient en un éclair avec leurs stations-service, leurs cafés et leurs vitrines remplies de marchandises. Elles étaient prisonnières, mais elles voyaient plus de viande suspendue dans les boucheries d'une gare que la plupart des familles allemandes n'en avaient vu en un mois. À un arrêt, l'odeur de friture et de café flotta par une porte ouverte. Les femmes restèrent en retrait, menottées ou attachées par de simples cordes. Un garde américain, à peine plus âgé qu'elles, leur tendit un récipient métallique d'eau sans qu'on le lui demande. « Tenez », dit-il, sans méchanceté. C'était un petit geste. Mais pour des femmes qui s'attendaient à des coups, cela ne correspondait pas à l'histoire qu'on leur avait racontée. Ce n'était pas de la propagande, c'était la réalité. Et elle ne correspondait pas à l'image des bêtes américaines gravées dans leurs esprits. Jour après jour, les villes devinrent plus petites et les terres plus vastes. L'air devint plus chaud, plus lourd. Les arbres changèrent de forme. Les panneaux étaient tous en anglais, illisibles pour la plupart d'entre elles. Certaines femmes pressaient leur visage contre la vitre la nuit, regardant les lumières des fermes isolées défiler, chacune prouvant que la guerre n'était pas venue ici comme elle était venue en Europe. Finalement, après avoir parcouru plus de 1600 km à l'intérieur des États-Unis, le train ralentit près d'une petite ville texane appelée Hearne. L'air qui s'engouffra quand les portes s'ouvrirent était épais et humide, sentant la boue, la créosote des traverses de chemin de fer et autre chose encore. La poussière sur l'herbe sèche. Un officier lut sur un bloc-notes. 12 prisonnières de guerre allemandes, personnel non combattant, pour transfert au camp Hearne. Elles descendirent sur le sol américain en tant que captives, ne portant que les vêtements sur leur dos, le poids de la peur et les mensonges qu'on leur avait racontés sur les gens qui les détenaient maintenant. Au-delà des voies ferrées et des barbelés, une autre sorte de pénurie se préparait, et un éleveur nommé Tom Wheeler contemplait ses champs vides et ses clôtures cassées, se demandant comment il allait maintenir sa terre en vie. Le Camp Hearne se trouvait au milieu de la campagne agricole du Texas, à environ 25 km de la ville la plus proche. De loin, il ressemblait à une petite ville de bois posée sur la terre plate. De longues rangées de baraquements, un grand château d'eau, des postes de garde au coin. De près, on voyait les angles durs. Les clôtures de barbelés scintillaient au soleil. Des projecteurs attendaient sur de hauts poteaux. Les bottes crissaient sur la terre battue qui sentait la poussière, la sueur et le désinfectant. En 1944, plus de 4000 prisonniers allemands y étaient détenus. Cela faisait partie des quelques 50 000 prisonniers répartis à travers le Texas dans plus de 30 camps annexes. La plupart étaient des hommes capturés en Afrique du Nord et en Italie, mais quelques dizaines étaient des femmes dispersées en petits groupes. Les règlements étaient clairs. Les prisonniers pouvaient être utilisés comme main-d'œuvre, mais uniquement sous surveillance, uniquement de jour et uniquement pour des tâches approuvées. L'armée américaine payait leur travail à un tarif fixe, environ 80 cents par jour crédités sur le papier, tandis que les fermiers et les éleveurs payaient le gouvernement. Derrière les barbelés, la vie suivait un rythme strict. Les matins sentaient le café léger et le pain de l'armée. Une cloche sonnait pour l'appel. Les gardes comptaient hommes et femmes en allemand, en anglais et en chiffres. Les prisonniers nettoyaient les baraquements, faisaient la queue pour la nourriture et marchaient vers les corvées. Un ancien garde américain dit plus tard « C'était strict, mais pas cruel. Nous avions des règles à suivre et nous les suivions. » À l'extérieur des barbelés, une autre crise grandissait. Le Texas était riche en terre, mais manquait de bras. À l'été 1944, plus d'1 million de Texans étaient sous les drapeaux. Dans de nombreuses fermes, presque tous les hommes valides entre 18 et 35 ans étaient partis, soit en Europe, soit dans le Pacifique. Les champs de coton restaient non récoltés, les clôtures s'affaissaient, le bétail errait à travers les barbelés cassés. Un rapport de l'État avertissait que sans aide supplémentaire, jusqu'à 20% de certaines récoltes pourraient être perdues. Tom Wheeler ressentait cette crise chaque fois qu'il chevauchait à travers son ranch au nord de Hearne. Ces terres s'étendaient sur plus de 1600 hectares. Pâturages, petits champs cultivés, ruisseaux bordés d'arbustes. Le travail ne s'arrêtait jamais. Réparer les clôtures, vérifier les réservoirs d'eau, déplacer le bétail entre les pâturages. Avant la guerre, il avait ses 2 fils adultes et une demi-douzaine d'ouvriers pour l'aider. En 1944, ses fils portaient l'uniforme outre-mer, et la plupart de ces cow-boys étaient partis dans les usines de guerre ou les champs pétroliers, où la paye était meilleure et le travail plus sûr. « L'herbe continue de pousser, que les garçons partent à la guerre ou non », dit un jour Wheeler à un voisin.
C'était un homme pragmatique, avec une nuque brûlée par le soleil et un bon cheval. Il y avait plus de corvées que d'heures de jour. Quand il entendit en ville que le Camp Hearn envoyait des prisonniers couper du bois et cueillir du coton, il tendit l'oreille. Peut-être était-ce sa solution. Le gouvernement américain gérait un programme officiel. Les fermiers pouvaient faire une demande au bureau du comté pour de la main-d'œuvre prisonnière. Ils recevraient un nombre déterminé de travailleurs pour un nombre déterminé d'heures chaque jour. Des gardes armés les accompagnaient. Aucune arme n'était donnée aux prisonniers. Ils mangeaient dans des tentes de messe séparées ou dans les champs sous des yeux vigilants. Les journaux locaux publiaient de petites annonces. Prisonniers disponibles pour travaux agricoles. Faire une demande au bureau de l'agent du comté. Un après-midi de grande chaleur, Wheeler s'arrêta à ce bureau. La pièce sentait le vieux papier, l'encre et la légère odeur aigre de la sueur. Sur un tableau d'affichage, parmi des affiches sur les bons de guerre et les tickets de rationnement, il vit une nouvelle feuille dactylographiée. 12 femmes allemandes disponibles pour travaux agricoles sous stricte surveillance. Il la lut 2 fois. Des femmes. Il avait entendu parler d'Italiens et d'Allemands cueillant du coton et coupant du bois, mais des femmes derrière des barbelés, c'était autre chose. Ce soir-là, à la maison, autour d'un souper frugal au goût de rationnement, viande maigre, légumes du jardin, café allongé à la chicorée, il en parla à sa femme, Martha. « Des femmes ?» dit-elle lentement. « Pour faire du travail de ranch ?»« J'ai besoin de bras, » répondit-il. « En ce moment, je n'ai pas le droit de faire le difficile. » La semaine suivante, il conduisit son camion jusqu'au Camp Hearn, la poussière tourbillonnant derrière les pneus. À côté de lui était assis son contremaître, un homme costaud que tout le monde appelait Dutch. Sa famille était venue de Bavière 2 générations plus tôt, et il parlait encore allemand. La route vers le camp passait devant des champs de maïs et de sorgho, certains bien entretenus, d'autres envahis de mauvaises herbes faute de bras pour les travailler. À la porte du camp, un garde vérifia leurs papiers. L'air était déjà chaud, lourd de l'odeur du bois chauffé par le soleil, et du mess au loin, où des oignons et de la viande en conserve grésillaient dans de grandes poêles. Le commandant Robert Stills les accueillit juste à l'intérieur des barbelés. Sa chemise était impeccablement repassée malgré la chaleur. Stills les fit passer devant les baraquements et les miradors, expliquant les règles d'une voix plate et mesurée. Heures de travail limitées par le soleil, garde toujours présent. Aucun contact privé, aucune faveur. Ce sont des personnels ennemis, dit-il, pas des invités. Finalement, dans l'ombre étroite à côté d'un mess, Wheeler les vit. 12 femmes debout en rang lâche. Leurs uniformes gris pendaient sur leur corps, les pommettes saillant sous la peau fine. Un bras était en écharpe. Les mains d'une autre femme tremblaient, bien que l'air fût chaud et immobile. Elles ressemblaient moins à des ouvrières agricoles qu'à des patientes d'un hôpital qu'il n'avait jamais eu l'intention de diriger. Greta, Lisa, Anna. Il ne connaissait pas encore leurs noms. Il ne voyait que des visages qui ne correspondaient pas aux affiches qu'il avait vues de femmes ennemies audacieuses, aux bras forts et aux yeux froids. Encore une fois, ce que la propagande avait promis n'était pas ce qui se tenait devant lui. Ce n'était pas de la propagande, c'était la réalité, et la réalité semblait très fragile. Dutch leur parla doucement en allemand. Elles répondirent par des mots brefs, des voix fatiguées. « Elles disent qu'elles sont aptes au travail », traduisit Dutch. Wheeler les étudia, pensant aux barbelés, aux règles de l'armée, à ces pâturages vides, et à la facilité avec laquelle une femme maigre pouvait s'effondrer sous le soleil de midi. Là, une nouvelle idée commença à se former, une idée qui ne correspondait pas tout à fait au formulaire réglementaire sur le bureau du commandant. Ce qui sortit de sa bouche ensuite allait surprendre non seulement les femmes, mais aussi l'armée qui les détenait. Wheeler se tenait devant la mince rangée de femmes, chapeau à la main. Il regarda de visage en visage, puis leurs uniformes flottants et leurs os saillants. Quand il parla enfin, sa voix était calme. « Dites-leur, dit-il à Dutch. Elles sont trop maigres pour travailler. » Dutch traduisit en allemand. Les mots restèrent suspendus dans l'air chaud. Pendant un moment, les femmes crurent que c'était une plaisanterie cruelle. Le travail était la seule chose dont elles étaient sûres que les Américains exigeraient. Greta écrivit plus tard « Nous attendions des rires ou des cris. Au lieu de cela, il n'y eut que le silence et son visage troublé. » Le commandant Stills fronça les sourcils. « Elles remplissent les conditions, dit-il. Le règlement stipule que tous les prisonniers valides doivent effectuer un travail productif. » Wheeler hocha lentement la tête. « Peut-être bien, commandant. Mais si vous envoyez ces dames dans un champ texan pendant 8-10 heures par jour, 6 jours par semaine, elles s'effondreront avant la première ligne de clôture.
Ce n'est pas productif non plus. Voilà, le paradoxe. L'armée avait besoin qu'elle travaille. Wheeler avait besoin d'aide. Pourtant, la faim même qui les faisait paraître assez fortes pour être envoyées outre-mer les rendait maintenant inutiles pour le genre de travail pénible que les règles supposaient. Le commandant hésita. Les ordres sur papier ne mentionnaient pas de traitement spécial pour les femmes. « Que suggérez-vous, Wheeler ?»« Laissez-moi les prendre, » dit Wheeler. « Je signerai pour les 12. Je les utiliserai au ranch, mais pas dans les champs, pas au début. Je vais leur faire prendre du poids, les remettre sur pied. Ensuite, elles vous seront plus utiles. Et à moi aussi. » Stills l'étudia. Sur son bureau se trouvaient des dossiers bien rangés, chacun montrant combien d'heures hommes de travail de prisonniers allaient aux fermes du comté chaque semaine. C'était une équation simple. Tant d'hommes, tant d'hectares sauvés. Il n'y avait pas de ligne pour « guérir d'abord ». Pourtant, il savait aussi que des prisonniers malades signifiaient des rapports, des inspections et des ennuis. « Vous comprenez ?» dit finalement le commandant. « Je ne peux pas autoriser d'activité spéciale. Travaux agricoles uniquement, sous surveillance, consignés. »« Je comprends, commandant, » répondit Wheeler. « Inscrivez-nous simplement pour 12 travailleurs. » Ce soir-là, Wheeler rentra chez lui sous un ciel rouge. Son camion sentait la poussière et le vieux cuir. Martha l'accueillit à la porte, s'essuyant les mains sur un torchon à fleurs. La cuisine était chaude, avec l'odeur des haricots et du pain de maïs. Une nourriture simple, mais riche comparée aux rations du camp. Il lui raconta ce qu'il avait vu. L'écharpe, les mains tremblantes, les visages creusés. « Elles sont censées résoudre mon problème de main-d'œuvre, dit-il. Mais elles ont plus l'air d'appartenir à ton garde-manger qu'à mes pâturages. » Martha s'assit à la table en bois. Dutch les rejoignit, ses grandes mains enveloppant une tasse de café. La petite maison devint silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge et du faible son des grillons dehors. « Elles doivent travailler, dit Wheeler. L'armée a été claire là-dessus. »« Travailler ? Oui, répondit Martha. Mais quel genre de travail ? » Elle réfléchit un moment. Elle pourrait aider ici, nettoyer, faire des conserves, coudre. Dieu sait que j'aurais besoin d'aide. Wheeler secoua la tête. Certaines peut-être, mais j'ai vu leurs yeux. Elles sont habituées à faire des travaux importants, même si c'était pour le mauvais camp. Des infirmières, des secrétaires, des opératrices radio. Si je les enferme dans une cuisine, elles auront l'impression d'avoir été mises dans une boîte. Ça ne les remettra pas sur pied. Ça les brisera autrement. Dutch s'éclaircit la gorge. En Bavière, ma tante disait que les filles apprenaient à monter à cheval avant de savoir lire correctement. Peut-être que certaines d'entre elles connaissent les chevaux. La pièce devint silencieuse. Martha leva les yeux brusquement. « Pourquoi pas ?» dit-elle. « Tu as des chevaux dociles, des enclos sûrs. Elles pourraient apprendre à monter, vérifier les clôtures, déplacer les petits groupes de bétail. C'est un vrai travail, mais ça leur donne un peu de contrôle. Quelque chose de fort sous elles, au lieu de juste la peur. » Wheeler la fixa. « Apprendre à des prisonnières ennemies à monter mes chevaux ?» Il imagina le colonel. Cela n'avait pas l'air de lui plaire. « Est-ce que l'armée approuvera ?» demanda Dutch. « Probablement pas, dit Wheeler. Puis il soupira. « Mais le règlement dit travaux agricoles. Il ne dit pas qu'un homme doit être celui qui tient les rênes. » Cela résumait clairement la situation. « Tu as toujours dit à nos garçons, fais d'abord ce qui est juste, puis réponds aux questions après. » Il se frotta les tempes. C'était une rébellion tranquille, planifiée autour d'un café à une simple table de cuisine. Il prendrait les 12 femmes. Il ferait le travail sur le papier. Tant d'heures, tant de tâches, tant d'hectares vérifiés. Mais le chemin vers ce travail passerait par les chevaux. Plus tard, Lisa se souviendrait de ce moment de l'autre côté. « Nous ne savions rien de sa cuisine », écrivit-elle. « Nous savions seulement qu'au lieu de dire « travaillez plus dur », il avait dit « vous êtes trop maigre ». C'était la première fois depuis notre capture que quelqu'un nous voyait comme des femmes, pas seulement comme des uniformes. Ce n'était pas de la propagande, c'était la réalité, et elle allait à l'encontre de presque toutes les histoires que les deux camps avaient racontées sur l'ennemi. 3 jours plus tard, juste après l'aube, un camion militaire sortit du camp Hearn avec 12 femmes allemandes à l'arrière, se dirigeant vers le nord sur la route poussiéreuse. Elles s'attendaient à des champs, des outils et des rangées interminables de terre dure. Ce qu'elles virent en arrivant au ranch de Wheeler allait tout changer. Le camion s'arrêta en cahotant juste à l'intérieur du portail du ranch de Wheeler. Le soleil était encore bas, peignant le ciel oriental de rose doré. L'air frais portait l'odeur de la rosée sur l'herbe, mêlée à la poussière, et une odeur plus forte. Les femmes ne reconnurent pas tout de suite.
le foin et la sueur des chevaux. Elles descendirent, leurs chaînes cliquetant légèrement. Au lieu de rangées de culture, elles virent un large enclos de terre clôturé de planches brutes. À l'intérieur se tenaient 8 chevaux sellés, calmes dans la lumière du matin. Leurs robes brillaient, brunes, noires et crème. L'un dressa les oreilles, un autre s'ébroua, de la vapeur s'échappant dans l'air frais. Pendant un moment, personne ne bougea. « Nous pensions que c'était une sorte de test », écrivit Lisa plus tard. « Nous cherchions les pelles, les outils lourds. Au lieu de cela, il y avait des animaux qui attendaient des cavalières que nous ne croyions pas pouvoir être. » Wheeler se tenait près de la clôture avec Martha et 2 vieux ouvriers du ranch. Dutch traduisait pendant que Wheeler parlait. « Aujourd'hui, vous n'irez pas au champ. » Il dit. « D'abord, vous apprendrez à être autour des chevaux, puis peut-être vous apprendrez à monter, si vous le souhaitez. » L'offre elle-même semblait paradoxale. Elles étaient prisonnières, et pourtant on leur demandait ce qu'elles voulaient. En Allemagne, la propagande avait montré les Américains comme brutaux. Maintenant, un Américain leur donnait le choix. Une femme s'avança. Elle s'appelait Greta. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient clairs. « J'enseignais l'équitation en Bavière, dit-elle doucement à Dutch, avant la guerre. » Dutch fit un signe de tête à Wheeler. « Elle connaît les chevaux, dit-il. » Wheeler la conduisit vers une jument alezane nommée Honey. De près, l'animal sentait le chaud et le vivant, un mélange de cuir, de poussière et de foin sucré. Greta tendit la main. Pendant quelques secondes, ses doigts planèrent au-dessus du cou de la jument. Puis elle posa sa paume à plat sur la robe lisse. Elle se mit à pleurer, pas fort, juste des larmes silencieuses traçant des lignes à travers la poussière sur son visage. « À ce moment-là, écrivit-elle plus tard, je me suis souvenu de qui j'avais été avant d'être un numéro. » Les hommes de Wheeler leur montrèrent comment brosser les chevaux en longs mouvements, comment parler doucement et bouger calmement. Les bottes rigides de l'armée des gardes crissaient à l'extérieur de la clôture, mais le travail à l'intérieur était lent et soigneux. Quand le soleil fut monté plus haut, 6 femmes pansaient des chevaux, et les autres regardaient, apprenant. À partir de ce jour, le schéma devint clair. 6 jours par semaine, un camion amenait les femmes à l'aube. Elles travaillaient jusqu'au début de l'après-midi, quand la chaleur texane devenait dangereuse. Au début, elles restaient dans et autour des écuries, pansant, nourrissant, nettoyant les boxes, réparant les harnais en cuir. C'était un vrai travail, déplacer des bottes de foin, transporter de l'eau, mais cela leur permettait de se reposer quand elles en avaient besoin, de reprendre des forces au lieu de briser le peu qu'il leur restait. En 2 semaines, elles commencèrent à s'asseoir en selle. Wheeler utilisait une longue corde qui maintenait le cheval et la cavalière en mouvement dans un petit cercle. Le cheval marchait. La femme essayait de trouver l'équilibre. Certaines s'accrochaient fort, les yeux écarquillés. D'autres se détendirent plus vite. Greta bougeait avec la grâce aisée de quelqu'un qui retrouve une vieille langue. Martha venait tous les jours. Elle portait une robe simple et un chapeau de soleil et apportait de la limonade fraîche dans un grand bocal en verre. Elle leur montrait comment tresser les crinières des chevaux, comment se tenir un peu plus droite, comment rire des petites erreurs. Elle parlait aussi de ses fils outre-mer, de sa propre mère qui était venue d'Allemagne avec rien d'autre qu'une malle et un livre de recettes. Ma mère a dit que l'odeur des forêts lui manquait. Martha raconta cela à Greta un matin. Greta hocha simplement la tête, les yeux humides, la main posée sur l'encolure de Honey. Après environ 1 mois, Lisa demanda si elle pouvait essayer de monter librement sans la longe. Wheeler sella Pete, un vieux hongre qui avait enseigné à 3 générations de Wheeler et d'ouvriers agricoles. Lisa monta avec de l'aide. Ses jambes tremblaient. Dutch répéta les instructions calmes de Wheeler. Tenez les rênes ici. Pressez doucement avec vos jambes pour avancer. Tirez en arrière pour arrêter. Il veut écouter. Pete marcha. La poussière s'élevait sous ses sabots. Au début, Lisa était assise raide, ses mains serrant les rênes trop fort. Lentement, ses épaules se détendirent. Son dos se redressa. Au 3e tour du corral, elle souriait. Quand elle descendit enfin, ses jambes faillirent céder. Pendant un court moment, dit-elle à Martha, « J'ai oublié que j'étais prisonnière. » En octobre, elle faisait plus que des cercles. Par groupe de 2 ou 3, toujours avec un garde à proximité, elle chevauchait le long des clôtures, vérifiant les poteaux et le fil de fer. Sur le papier, elles enregistraient des heures d'inspection agricole sur des centaines d'hectares. En pratique, elles apprenaient à connaître la terre d'une manière qu'aucune clôture de fil barbelé ne pouvait enseigner. La nouvelle de ce programme inhabituel se répandit. D'autres éleveurs vinrent observer. Certains se moquèrent.
D'autres furent discrètement impressionnés. Cela attira aussi l'attention de l'armée. Un mardi, le major Stills arriva avec un colonel du bureau régional des prisonniers. Leur jeep arriva dans un nuage de poussière. Ils descendirent dans un air qui sentait le soleil sur les planches sèches et le fumier frais. Ils regardèrent en silence deux femmes chevaucher lentement autour du corral, tandis que d'autres nettoyaient les sabots et vérifiaient les selles. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », dit enfin le colonel. « Non, monsieur », répondit Wheeler, « mais ça fonctionne. Elles vérifient les clôtures, déplacent le bétail, surveillent les réservoirs d'eau. La semaine dernière, elles ont aidé à ramener des bêtes égarées du pâturage nord. On n'aurait pas pu le faire à pied. » Le colonel regarda à nouveau. Il vit des femmes qui ne tremblaient plus de faim, qui se déplaçaient avec détermination au lieu de peur. « Des problèmes » demanda-t-il. « Tentative d'évasion, discipline ?»« Aucun, dit Wheeler. Elles travaillent dur, elles suivent les ordres, elles semblent reconnaissantes. » Ce n'était pas de la propagande, c'était la réalité, et cela se lisait sur des visages plus sains et dans des rapports quotidiens sans accroc. « Continuez, dit finalement le colonel, mais tenez des registres. Chaque heure, chaque tâche. » À mesure que les jours raccourcissaient et se rafraîchissaient, les femmes chantaient parfois en chevauchant. De vieilles chansons allemandes se mêlant au grincement du cuir et au tintement des morts. Le son portait à travers les champs, comme une réponse aux camons lointains qu'elles ne pouvaient plus entendre. Bientôt, une autre idée allait mettre la patience de l'armée encore plus à l'épreuve. Un projet pour une soirée partagée sous le même toit, alors que la guerre brûlait encore de l'autre côté de l'océan. À la fin de l'automne, la chaleur du Texas s'était atténuée. Les matins étaient frais. L'haleine se voyait faiblement dans l'air quand les femmes descendaient du camion. Elles étaient toujours prisonnières, mais elles ne ressemblaient plus à des fantômes. Les visages s'étaient remplis. Les mains étaient plus assurées. Elles partaient à cheval vérifier les clôtures et les réservoirs d'eau, le cuir grinçant sous elles, les chevaux soufflant de petits nuages blancs. Les champs de travail revinrent en premier. À l'abreuvoir ou dans la grange, une femme entonnait un air folklorique allemand. Une autre se joignait à elle. Bientôt, le son d'une douce harmonie se mêlait au tintement des harnais et au raclement des râteaux sur le sol de l'écurie. Certains ouvriers agricoles, dont beaucoup avaient des grands-parents allemands, reconnaissaient de vieilles mélodies et fredonnaient avec elles. « Ça ressemblait à une ferme, pas à une prison », dit plus tard un ouvrier. De petits cadeaux commencèrent à circuler dans les deux sens. Les hommes apportaient parfois un crayon, un bout de papier à lettres, un manuel d'expressions anglaises usé acheté en ville. Un soir, Greta vint voir Wheeler avec quelque chose enveloppé dans un tissu. À l'intérieur se trouvait un petit cheval qu'elle avait sculpté dans un morceau de bois de récupération. La courbe de l'encolure, la position des oreilles, même l'inclinaison de la tête correspondait à Honey, la jument alezane qu'elle montait. « Vous nous avez rendu notre force, dit-elle par l'intermédiaire de Dutch. Je ne peux vous offrir que ceci. » Les prisonniers n'étaient pas censés faire de cadeaux à leur garde. Pourtant, voici un remerciement sculpté posé dans les mains rugueuses de Wheeler. Une fois de plus, la réalité ne correspondait pas à la simple image de l'ennemi que la guerre exigeait. Quand décembre arriva, les jours devinrent courts et vifs. Le givre saupoudrait l'herbe certains matins. Martha regardait les femmes arriver, les manteaux fins, les épaules un peu voûtées contre le vent. Un soir, alors qu'elle empilait des bocaux dans le garde-manger et sentait la douceur acidulée des pêches en conserve, elle parla à Wheeler. « Nous devrions faire quelque chose pour Noël, dit-elle. Une soirée, un vrai repas, un sapin, des chants. » Il la fixa. « Ce sont des prisonnières, Martha. Le règlement. Le règlement se plie déjà chaque fois qu'on met une Allemande sur un cheval texan, répondit-elle. Elles sont loin de chez elles. Peut-être que leur maison n'existe plus. Une bonne soirée ne fera pas perdre cette guerre. » Wheeler pensa à ses fils, mangeant sous des tentes de campagne quelque part outre-mer. Il pensa aux femmes qui parcouraient ces clôtures sans se plaindre. Le lendemain, il téléphona au camp Hearn, puis au colonel responsable du programme des prisonniers. Les discussions durèrent 3 jours. Finalement, le colonel accepta, mais seulement avec des limites strictes. Des gardes présents, pas d'alcool, tout le monde de retour derrière les barbelés avant la nuit. Sur le papier, c'était juste un repas de fête approuvé pour un détachement de travail. La veille de Noël, le camion arriva alors que le ciel était encore pâle. Les femmes descendirent dans un air qui sentait la fumée de bois et la terre froide. Quand elles entrèrent dans la maison du ranch, la chaleur les frappa comme un mur doux. Un feu crépitait dans la cheminée de pierre. Des branches de pin étaient accrochées le long du manteau, décorées d'ornements en papier découpés dans de vieux catalogues. La table était dressée pour plus d'une douzaine de personnes. Martha avait économisé et planifié pendant des semaines. Il y avait des poulets rôtis, leur peau croustillante et dorée, de la purée de pommes de terre riche en beurre, des haricots verts du potager d'été, du pain frais et une tarte faite avec ses tranches dorées de pêche en conserve.
À cette époque, un civil allemand moyen peinait à atteindre 1500 calories par jour. Ici, même les prisonnières allaient s'asseoir devant plus de nourriture que beaucoup de familles en Europe ne pouvaient désormais imaginer. Gardes, ouvriers agricoles, la famille de Wheeler et les 12 femmes allemandes prirent tous place autour de la même table. Cela semblait étrange au début. Les uniformes frôlaient les chemises de travail, les mots étrangers se heurtaient à l'anglais. Les couteaux et les fourchettes cliquetaient sur les assiettes, mais la faim et la chaleur firent leur œuvre. Les gens commencèrent à parler en phrases courtes, avec Dutch et un jeune garde de l'Est du Texas qui traduisait quand il le pouvait. Après le dîner, Greta apprit à Martha un chant de Noël allemand. Les femmes chantèrent d'abord, leur voix douce mais assurée. La pièce sentait le pain, la fumée et la sauce refroidissante. Quand elles atteignirent le deuxième couplet, le jeune garde texan se joignit à elles, utilisant les paroles qu'il avait apprises de sa grand-mère. Martha couvrit sa bouche de sa main. Plus tard, elle dit « Pendant quelques minutes, j'ai oublié de quel côté chacun était. » Lisa écrirait « Pour cette seule nuit, la guerre était dehors. Nous n'étions pas captives et geôliers. Nous étions juste des gens qui avaient le mal du pays. » Au début de 1945, l'atmosphère changea à nouveau. L'armée autorisait maintenant un courrier plus régulier. Les lettres arrivaient lentement, prenant parfois des mois, mais elles arrivaient. En même temps, les bombardiers alliés larguaient des dizaines de milliers de tonnes d'explosifs sur les villes allemandes chaque mois. Les femmes apprirent ce que cela signifiait à travers l'encre sur le papier. La première lettre de Lisa de chez elle disait que la maison familiale à Stuttgart avait disparu, brûlée lors d'un raid. Sa mère avait survécu et vivait maintenant chez des cousins à la campagne. Son père était porté disparu depuis novembre. Elle tendit la lettre à Martha avec des doigts tremblants. Martha s'assit avec elle sur les marches de derrière, les planches froides sous elle, et la laissa pleurer sur son épaule. Les nouvelles de Greta étaient différentes, mais tout aussi douloureuses. L'écurie où elle avait appris aux enfants à monter avait été réquisitionnée par l'armée. Les chevaux avaient été abattus pour leur viande pendant un hiver rigoureux. Pendant 3 jours, elle parla à peine. Elle accomplissait les gestes du travail comme une somnambule. Puis, le 4e matin, elle alla au box de Honey. Elle brossa la jument jusqu'à ce que sa robe brille, respira l'odeur familière du cheval et du foin, et lentement recommença à parler. Une certaine beauté survit, écrivit-elle plus tard, même quand le monde en détruit la plus grande partie. Les femmes écrivaient aussi de l'autre côté de l'océan. Elles décrivaient les chevaux, les pâturages ouverts, les dîners de Noël, et des Américains qui disaient « Vous êtes trop maigres pour travailler » au lieu de les battre. Les proches dans les rues allemandes en ruine pouvaient à peine le croire. Ce n'était pas de la propagande, ou c'était la réalité, mais cela ressemblait à une histoire inventée par des ennemis. En dehors du Texas, la guerre continuait d'avancer. Les armées allemandes reculaient sur tous les fronts. Au printemps, de nouveaux ordres arriveraient au Camp Hearn. Le temps des femmes au ranch touchait à sa fin, même si leur lien avec lui se renforçait à chaque lettre envoyée et chaque clôture parcourue. Bientôt, elles apprendraient ce qui se passait quand la guerre finissait et où était vraiment leur foyer maintenant. En avril 1945, une rumeur traversa le Camp Hearn plus vite qu'aucun camion. L'Allemagne s'effondrait. Des noms de villes que les femmes connaissaient, Nuremberg, Cologne, Leipzig, passaient sur les haut-parleurs du camp comme capturés, encerclés, tombés. Un garde se souvint. On pouvait sentir l'air changer. Pour nous, cela signifiait que nous pourrions rentrer chez nous plus tôt. Pour elle, cela signifiait qu'elle n'aurait peut-être plus de foyer où retourner. Au ranch, les femmes continuaient de travailler. Elles vérifiaient des clôtures qui n'avaient pas vraiment besoin d'être vérifiées. Brossaient des chevaux déjà propres. Les mains occupées tenaient la peur un peu plus à distance. Un matin, Lisa demanda à Wheeler par l'intermédiaire de Dutch « Quand la guerre finira, qu'est-ce qui nous arrivera ?» Il dit la vérité. « Je ne sais pas, mais vous serez plus forte qu'à votre arrivée. Cela comptera où que vous alliez. » À l'été, les ordres étaient clairs. Le programme des prisonniers allait prendre fin. Entre la fin de 1945 et 1946, les États-Unis renverraient chez eux presque tous les quelques 400 000 prisonniers allemands qu'ils détenaient. Au camp Hearn, cela signifiait fermer les détachements de travail, y compris celui de Wheeler. Martha insista pour un souper d'adieu. Cette fois, il n'y avait pas de sapin ni de chant prévu, juste un repas simple. Ragoût, pain, café. La maison sentait les oignons, la farine et la fumée de bois. Les femmes arrivèrent dans leurs uniformes usés, maintenant moins amples qu'avant.
Elles apportèrent ce qu'elles purent, de petits dessins, des lettres écrites dans un anglais soigné, une ou deux autres figurines sculptées. Les ouvriers agricoles disposèrent aussi des cadeaux, des bottes solides, des gants de travail usés mais robustes, quelques manteaux chauds pour le long voyage. Greta pressa un papier plié dans la main de Martha. Il contenait une adresse en Bavière. « Si vous venez un jour en Allemagne, dit-elle, s'il vous plaît, trouvez-moi. Je veux que vous la voyiez quand elle sera verte à nouveau. » Martha hocha la tête, sachant qu'elle ne traverserait peut-être jamais l'océan, mais sachant aussi que les promesses peuvent nourrir l'esprit comme la nourriture. Le dernier jour, Wheeler fit quelque chose que le règlement n'avait jamais imaginé. Il laissa les femmes faire une dernière grande boucle à cheval à travers les pâturages nord, avec seulement une garde légère derrière elles. Le matin était lumineux, le ciel un profond bol bleu. L'herbe frôlait leurs bottes. Le vent portait l'odeur propre de la terre chauffée par le soleil et du bétail. Elles chevauchèrent principalement en silence. Chacune sentait le rythme du cheval sous elle, le poids de la selle, les rênes de cuir chaudes dans sa main. « J'ai essayé de le mémoriser », écrivit Anna plus tard. La couleur du ciel, le son des sabots. Je me suis dit, si je peux me souvenir de cela, je peux survivre à ce qui vient ensuite. Quand elles revinrent, elles descendirent lentement des selles, touchant une dernière fois l'encolure des chevaux. Les brosses raclèrent les robes. Les sabots furent vérifiés pour de petites pierres qui n'étaient pas là. Elles faisaient durer l'adieu. Martha prit quelques photographies avec un appareil emprunté. 12 femmes debout à côté des chevaux, le vent soulevant leurs cheveux. Aucune d'elles ne savait que ces photos resteraient dans un album de famille pendant des décennies. Ce soir-là, le camion arriva. Les femmes montèrent, les chaînes cliquetant légèrement contre l'acier. Tandis qu'ils s'éloignaient, elles regardèrent en arrière vers la maison basse, le corral, l'éolienne tournant contre le ciel. Wheeler et Martha restèrent à la barrière jusqu'à ce que le nuage de poussière retombe et que la route soit vide. Le ranch avait le même nombre d'hectares et d'animaux, mais il semblait différent maintenant, comme si un nouveau morceau de son histoire avait été découpé et emporté. La plupart des femmes atteignirent l'Allemagne à la fin de 1945 et au début de 1946. Ce qu'elles trouvèrent était pire que ce qu'elles avaient craint. Des rues de pierre brisées, des toits brûlés ouverts à la pluie, des familles dispersées. Greta retrouva une partie de la sienne en Bavière. Avec le temps, elle rouvrit une petite écurie d'équitation. Des enfants apprirent à nouveau à tenir en selle sous son regard. Des lettres traversèrent l'Atlantique pendant des années. De fines enveloppes avec des timbres étrangers, sentant légèrement la poussière et la vieille encre. Aujourd'hui, un petit garçon a trotté pour la première fois, écrivit-elle à Martha. J'ai pensé au Texas. Le chemin de Lisa fut plus difficile. Son père était mort dans le chaos final de la guerre. Elle se forma comme institutrice dans un Stuttgart en ruine et travailla avec des orphelins qui avaient presque tout perdu. Dans une lettre de 1953, elle écrivit « Je leur enseigne l'anglais. Parfois, j'utilise des expressions que j'ai apprises au ranch. Quand je dis « il y en a encore plein d'où ça vient », ils ne comprennent pas. Mais je me souviens des assiettes pleines et je souris. D'autres femmes construisirent des vies qui gardaient un pied dans chaque monde. Quelques-unes épousèrent des soldats américains pendant l'occupation, restant en Allemagne mais liées au pays qui les avait autrefois tenues prisonnières. Certaines immigrèrent plus tard légalement aux États-Unis, un plus petit nombre trouvant même le chemin du retour au Texas. Elles apportèrent avec elles l'étrange ensemble de compétences de femmes allemandes qui savent monter à cheval comme des cow-boys. Anna devint artiste. Ses peintures ultérieures montraient des femmes allemandes à cheval sous un soleil texan, des miradors au loin, et des cow-boys offrant des mains tendues au lieu de fusils. Dans les années 60, ses œuvres furent exposées dans des galeries à Munich et Stuttgart, demandant discrètement aux spectateurs de repenser les histoires faciles sur les ennemis et les amis. Wheeler continua l'élevage jusqu'à sa mort en 1963. Parmi ses papiers, Martha trouva des lettres des 12 femmes, épaisses de remerciements. Le petit cheval sculpté était toujours sur le manteau de la cheminée, son bois poli par des mains qui l'épousetaient. Quand Martha mourut en 1982, ses enfants trouvèrent ces lettres et la vieille photographie des femmes et des chevaux. Ils ne connaissaient pas tous les noms, mais ils connaissaient l'histoire. Plus tard, des historiens étudiant les programmes de prisonniers remarquèrent quelque chose d'inhabituel dans les archives du Camp Hearn et du Ranch Wheeler. Des prisonniers en bonne santé, un travail régulier, aucune tentative d'évasion. Le secret n'était pas complexe. Traitez les gens avec une dignité élémentaire et beaucoup répondront par le meilleur d'eux-mêmes. Ce n'était pas de la propagande, c'était la réalité. Elles étaient venues en conquérantes,
elles repartirent en élèves. Et finalement, l'arme la plus tranchante dans ce coin tranquille du Texas n'était pas un fusil ou une clôture, mais la simple décision de voir des êtres humains là où d'autres ne voyaient que le mot ennemi. L'histoire de 12 femmes allemandes sur des chevaux texans est un petit fil dans une guerre immense, mais elle montre une vérité claire. Un camp avait plus d'avions, de chars et de navires, mais il avait aussi des assiettes pleines, des terres ouvertes et assez de confiance pour traiter même ses ennemis avec une certaine attention. Les femmes venaient d'un monde de peur, de faim et d'ordre hurlés dans des haut-parleurs. Au ranch, elles rencontrèrent un pouvoir plus silencieux, de la nourriture partagée à une même table, des compétences librement transmises et une barrière qui s'ouvrait chaque matin et se fermait chaque soir sans les briser. Finalement, la victoire la plus éclatante ici ne fut pas sur un territoire, mais sur la haine elle-même. Un rappel que même dans une guerre brutale, les gens peuvent choisir d'agir avec une simple décence et changer la façon dont l'histoire est racontée. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires vraies de la Seconde Guerre mondiale racontées de cette façon, humaine, détaillée et surprenante, assurez-vous de vous abonner, de laisser un like et de partager cette vidéo. Et dans les commentaires, dites-moi quelle partie de cette histoire a remis en question ce que vous pensiez savoir sur la guerre.